La mythologie japonaise, ce ne sont pas seulement les kami, ces divinités qui représentent à peu près tout ce qui existe dans la nature. Non, ce sont aussi des esprits, des fantômes et des monstres aux formes et aux comportements improbables. Car le Japon est riche d'un immense bestiaire fantastique et particulièrement imaginatif à nos yeux d'occidentaux. Les yokai font partie de ce folklore passionnant. Et ceux qui croient encore de nos jours à l'existence de ces créatures sont plus nombreux qu'on l'imagine. Esprits malins, tantôt effrayants, tantôt simplement espiègles, ils égayent la vie des habitants de ce pays qui les imaginent parfois parader la nuit dans les rues des villages. Les yokai, comme les kami, se comptent par dizaines, voire par centaines. Et pour cette première vidéo sur le sujet, j'en ai choisi 4, un dont vous avez peut-être déjà entendu parler, mais sur lequel vous ne savez sûrement pas tout, et 3 autres moins connus. Première vidéo, attends, t'en avais pas déjà fait une sur les yokai? Ah non, là je pense que tu confonds avec la vidéo sur les légendes urbaines. C'est vrai que certains des monstres dont j'ai parlé à l'époque pourraient s'apparenter à des yokai, mais je préfère faire la distinction entre les deux. Bref, au menu de la vidéo d'aujourd'hui, kimono et bateau fantôme, suceur de viande et même une créature aquatique dévoreuse d'anus. Dévoreuse de quoi? Oui, ça surprend, je sais, alors restez bien jusqu'au bout de la vidéo, on est parti pour une petite plongée dans l'univers des esprits japonais. Bon, alors là, je vais commencer par vous demander d'éloigner les enfants. Et pas seulement parce qu'il est question de vampires, mais aussi parce que le comportement de ce yokai est potentiellement interdit aux moins de 18 ans, si vous voyez ce que je veux dire. Oui bah fais gaffe quand même, hein, on est sur YouTube, on peut pas montrer des trucs trop olé olé. Non, t'inquiète, on va éviter les images trop suggestives, disons, même si on peut clairement dire que ce genre de vampire ne suce pas que du sang. Plaît-il? Attends, on est déjà borderline là. Tout à fait, et maintenant que j'ai toute votre attention, allons-y. C'est quoi un ikusui? Là, on pourrait traduire ce nom par suceur oh de viande. Suceur de viande, laisse-moi finir. Oh. Oui bah tu parles d'une métaphore. Mais j'ai jamais dit que c'en était une. On parle quand même de vampires, hein, je te rappelle. Bon, ce sont des yokai qui rôdent la nuit sur les routes de montagne dans les départements de Mie et Wakayama essentiellement. Pour situer pour les connaisseurs, il s'agit de la péninsule de Kii, où on trouve notamment les chemins de Kumano. Bref, ils prennent l'apparence de belles jeunes filles et s'attaquent notamment aux jeunes hommes qui se promènent seuls la nuit sur ces routes. Généralement, ces jeunes filles leur proposent de les accompagner et commencent à flirter avec eux. Jusque-là, évidemment, les victimes ne se méfient pas. On se met facilement à leur place. Mais c'est au moment où la jeune fille, qui bien sûr n'en est pas une, mais ça, la victime l'ignore, demande au jeune garçon de lui prêter sa lanterne que tout se joue. Le yokai balance alors la lanterne et, une fois dans l'obscurité, se précipite sur le jeune homme pour lui sucer... Ah non, ça suffit, tu le fais exprès ma parole. Le sang. Oh, c'est pas vrai ça, c'est des vampires, on t'a dit. Ils lui sucent le sang. Et même un peu plus, parce que après il reste plus que la peau et les os. Oui, c'est charmant, hein. Mais alors, quand tu disais que leur comportement était interdit aux moins de 18 ans, tu t'es fichu de nous? Pas du tout, j'y viens. Ça, c'était la version soft. Mais dans certains cas, le yokai, toujours sous la forme d'une jeune fille, accompagne sa victime jusque dans sa chambre. Et là, on passe sur une toute autre forme de vampirisation. Et du coup, la victime meurt d'épuisement à force de faire des galipettes? Eh ben, c'est presque ça. Le but est effectivement de l'épuiser à force de parties de jambes en l'air, pour ensuite seulement le dévorer, au sens littéral cette fois, comme tout vampire qui se respecte. Et comme on l'a vu il y a un instant, en ne laissant que la peau et les os. Moralité, si tu croises une jolie fille dans les montagnes la nuit pendant ton voyage, bah méfie-toi. Merci du conseil, oui. Mais tu sais, il y a quand même assez peu de chances pour que j'aille me promener la nuit dans la montagne avec une lanterne, hein. Cela dit, tu as raison quand même de parler de moralité, car c'est justement l'origine de ce yokai. En fait, c'est une légende créée jadis comme un avertissement à destination des hommes un peu trop portés sur la chose. Elle signifie que trop abuser des plaisirs de la chair rend les hommes faibles et anxieux. C'était d'ailleurs une maladie qu'on appelait Jinkyo et qui affectait les hommes qui, disons, qui semaient à tout va, hein, si vous saisissez la métaphore. Oui, cette fois-ci, c'en est une. Aujourd'hui, on dirait sans doute un truc du genre l'abus de sexe est dangereux pour la santé. Hein. Il était dit aussi qu'une belle femme pouvait ainsi éteindre le feu de l'homme et le distraire par ses charmes afin de l'éloigner de choses plus importantes comme l'argent, etc. Comme on dit, hein, autre temps, autre mœurs.
Ceux-là, vous n'avez à les craindre que si vous prenez la mer. En effet, les Hunayurei sont les fantômes de marins décédés au large. C'est donc sur l'eau que l'on peut les croiser, généralement par les nuits de pleine lune. Oh, tu parles d'un cliché. Oui, bah ça va, hein, tous les yokai ne font pas non plus dans l'originalité. Mais attends la suite avant de juger. Parce qu'ils n'apparaissent pas qu'à la pleine lune, mais aussi durant les nuits d'orage, de brume ou pendant la période du Bon. Et là, je vous renvoie à la vidéo sur le sujet si besoin. Et allez hop, une petite fiche au passage. Oui, bah continue et c'est toi qui vas finir en fantôme. Les Hunayurei ont tout d'abord l'apparence de cadavres portant une longue robe, des fantômes très classiques, on va dire. Hein. Mais ils se déplacent en groupe et forment une sorte de brume luminescente qui, à l'approche d'un navire, se change peu à peu en un vaisseau fantôme peuplé d'un équipage, lui aussi fantomatique. Quant à leur manière de procéder, là aussi, il y a plusieurs variantes. Soit le bateau fantôme fonce droit sur le bateau qui a eu le malheur de croiser sa route et le fait chavirer. Soit son équipage de fantômes tente de le couler en le tirant vers le fond de la mer. Les marins fantômes sont généralement munis de récipients, tels que des seaux, des louches, voire des tonneaux, qu'ils remplissent d'eau. Une eau avec laquelle ils inondent ensuite le pont des bateaux pour les faire chavirer et couler. Du coup, un moyen d'y échapper, c'est d'apporter aux Hunayurei des récipients dont le fond est percé. De cette façon, ils auront beau les remplir d'eau, ils se videront avant qu'ils ne puissent la déverser sur le pont. Ils sont un peu stupides, non? On pourrait le croire à première vue, mais en fait, pas tant que ça. Parfois, ils sont même plutôt malins. Car un autre moyen de leur échapper, c'est de foncer tout droit sur le vaisseau fantôme quand on l'aperçoit, afin de passer au travers. Seulement, c'est une astuce à double tranchant, parce que les Hunayurei peuvent se servir de cette brume fantomatique, aux allures de vaisseau fantôme, pour dissimuler un vrai navire. Résultat, c'est la collision assurée entre les deux bateaux. Ah oui, c'est des fourbes en fait. Eh oui, mais heureusement, à moins de naviguer de nuit sur les mers de l'archipel, on ne risque pas de les croiser. Alors, perso, je vais rester sur la terre ferme et si je prends un bateau, ce sera quand il fait jour. Vous avez peut-être déjà entendu parler des Tengu, ces démons au long nez dont on trouve les masques un peu partout au Japon. On en parlera une prochaine fois. Ici, on va s'intéresser à un être humain devenu un Tengu après sa mort, et plus particulièrement à son kimono. Au départ, Sojobo, c'est son nom, était un prêtre bouddhiste craint et respecté. Mais il avait un gros défaut pour quelqu'un de son rang, il était particulièrement orgueilleux. À tel point qu'il était persuadé d'avoir atteint le Satori, autrement dit l'illumination. Et en fait, c'était lui l'illuminé, non? Moi, elle était un peu facile celle-là, hein, mais je te l'accorde quand même parce que Sojobo était persuadé qu'à sa mort, il deviendrait un Bouddha, rien que ça. Ah oui, il en tenait une couche, l'ancêtre. Surtout qu'il s'est complètement planté. Au lieu de Bouddha, il est devenu un Tengu. Donc, grosso modo, tout le contraire, quoi. Seulement, Sojobo n'était pas un Tengu ordinaire. On dit qu'il possédait la force de 1000 Tengu. C'était un maître en arts martiaux et au sabre, et qui passait son temps à s'entraîner et à se perfectionner. Ma parole, c'est Tortue Génial, ce mec. Tortue Génial qui passe son temps à s'entraîner? C'est pas trop le genre du personnage. Mais là où il y a cependant un point commun avec Sojobo, c'est qu'il en a, paraît-il, entraîné d'autres. Il se trouvait sur le mont Kurama, près de Kyoto, et la légende raconte qu'il a entraîné certains des grands héros japonais de l'Antiquité, dont quelqu'un dont on a déjà parlé sur la chaîne. Ah, du coup, je sens venir une nouvelle fiche. Il m'énerve. Oui, effectivement, puisqu'il a, paraît-il, entraîné le samouraï Minamoto no Yoshitsune, dont j'ai raconté l'histoire, enfin dans les très très grandes lignes, dans la vidéo consacrée à 5 samouraïs exceptionnels. Mais si jusqu'ici l'image de Sojobo est plutôt positive, n'oublions pas que c'est aussi un Tengu, et qui dit Tengu dit côté maléfique. Aussi, pour faire bonne mesure, Sojobo était également réputé pour dévorer les enfants qui se seraient égarés dans les clairières des montagnes. Ah du coup, il est moins glorieux, papy. Oui, c'est un euphémisme. Toujours est-il que peut-être à cause de sa fierté démesurée ou parce que Sojobo était devenu un Tengu, on sait pas trop, un esprit s'est attaché à son kimono de grand prêtre. Il est ainsi devenu un yokai. Le kimono, pas le prêtre. Et c'est juste un kimono qui flotte, comme ça? Non. En fait, on dit que le long col du kimono s'est changé en un long nez, comme celui d'un Tengu, et qu'il se serait même fait pousser une barbe. Mais à la base, oui, ça reste un kimono. Mais il fait quoi de spécial? En vrai, rien. C'est l'histoire de son origine qui est intéressante, c'est tout. Et puis, tous les yokai ne dévorent pas les humains. Cela dit, le prochain dont on va parler, lui, il n'en dévore qu'une seule partie.
et pas forcément celle à laquelle on s'attendrait. Les kappas sont sans doute les créatures les plus connues de cette première sélection. Il y a de fortes chances pour que vous en ayez déjà croisé au détour d'un manga, d'un animé ou d'une œuvre littéraire japonaise quelconque. Mais peut-être que vous ignorez certaines choses à leur sujet. Les kappas sont des créatures aquatiques. Ça, il suffit d'en voir une représentation pour le comprendre. Ils sont généralement de couleur verte, avec des mains et des pieds palmés, une carapace de tortue sur le dos, une peau écailleuse et élastique, et qui en plus sent le poisson. Ah oui? Tiens. Oui, et pourtant le kappa est une créature de forme plutôt humanoïde en fait. Il se tient debout sur deux jambes, ou sur deux pattes, allez savoir, et malgré leur petite taille, ils ont la réputation d'être plus forts qu'un homme adulte. En revanche, sur la terre ferme, ils sont plutôt maladroits, alors que dans l'eau, ils sont dans leur élément. Comme des poissons dans l'eau, quoi. Moi, ils me font plus penser à des tortues, mais peu importe. La particularité physique la plus importante du kappa, c'est une sorte de petite cavité en forme de cuvette située en haut de la nuque et qui contient de l'eau. C'est en fait ce qui leur permet de survivre à l'air libre. Tant qu'il y a de l'eau à cet endroit, tout va bien. Sinon, le kappa risque de mourir. Et c'est d'ailleurs un des moyens de vaincre un kappa, si tant est qu'il se montre belliqueux. Il faut le forcer à s'incliner pour que l'eau s'échappe. Mais pourquoi il s'inclinerait s'il est belliqueux, comme tu dis? Eh bien parce que les kappas ont un grand sens de l'honneur en fait. Et donc, s'ils ont une dette envers quelqu'un, on peut les amener à s'incliner. Le kappa ainsi vaincu jure alors fidélité et amitié pour l'éternité à son vainqueur. Car, de base, les kappas ne sont pas des créatures agressives. Ils sont en outre très intelligents et sont capables de maîtriser le langage humain. Ils sont aussi très doués en médecine, notamment pour réparer les os brisés. Une compétence qu'ils ont même enseignée aux humains. Entre eux, ils aiment pratiquer les arts martiaux, le sumo, ou même jouer au shogi, le jeu d'échecs japonais. Oh, c'est une créature typiquement nippone, dis donc. Oui, c'est peut-être pour ça qu'ils sont si populaires dans le folklore japonais. Mais malgré tout, il peut arriver qu'ils deviennent agressifs et qu'ils s'en prennent aux humains, notamment dans l'eau. Et s'il leur prend l'envie de tuer quelqu'un, ils le noieront dans la rivière, tout simplement. Mais d'ordinaire, ce sont plutôt les vaches et les chevaux qu'ils n'aiment pas. Concernant les humains, ils ont des penchants plutôt coquins aussi, et ils aiment particulièrement regarder sous les kimonos des femmes. Oui, ils savent pas ce qu'ils risquent de nos jours. Non, mais ça encore, c'est rien. Pendant longtemps, les kappas avaient la réputation de kidnapper les femmes qui nageaient seules dans les rivières pour ensuite les... on peut plus dire ce mot sur YouTube. Mais je pense que vous avez compris. Bah non. C'est un verbe qui commence par V, voilà. Ah oui, ok, je crois que j'ai pigé. Oh, c'est nul ces nouvelles règles, franchement. Ouais, ça je te le fais pas dire. Et on a même signalé les endroits où ils vivent avec des panneaux d'avertissement. On aura tout vu là. Mais j'y pense, tu n'avais pas fait allusion à leur régime alimentaire particulier tout à l'heure? Si, mais je gardais ça pour la bonne bouche, si j'ose dire. Oh, ça aussi c'est fin, tiens. Ouais, ça se mange sans faim. Oh, mais pitié, faites-le taire. Ah, tu vois comme c'est casse-pied, hein? Bon, effectivement, les kappas ont une nourriture certes assez variée, car ils sont omnivores. Mais ils ont une préférence pour deux types d'aliments. Les concombres. Quoi? Un concombre? Où ça? Où ça? Ah oui, c'est vrai que les chats n'aiment pas vraiment ça, il paraît. J'ai jamais trop compris pourquoi. Mais les kappas, eux, en raffolent. Et il arrive encore aujourd'hui qu'on trouve des concombres déposés le long des rivières, car dans le shintoïsme, le kappa est une divinité de l'eau. Et ces offrandes incitent les kappas à aider les humains en retour, en irriguant les champs, ou même en devenant amis avec des enfants un peu solitaires. Mais, hormis les concombres, ils sont aussi friands d'abats crus. Mais non, pas le groupe ABBA, oh, des abats. Et d'ailleurs, leur péché mignon n'est autre que l'anus humain. Oh, mais c'est abominable! Et oui, ça, j'avoue que je m'y attendais pas non plus. Ça fait partie des nombreux charmes du folklore nippon. Ah, parce que tu trouves ça charmant, toi. Eh ben, on verra ce que tu diras si au cours d'une promenade au bord d'une rivière au Japon, tu te fais croquer les fesses par un kappa. Ah bah, je vérifierai qu'il n'y a pas un panneau d'avertissement avant de m'approcher d'un cours d'eau, ça c'est clair. En attendant ce futur grand voyage durant lequel on verra bien si je croise des yokai, je vous tiendrai au courant, c'est promis, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez apprécié cette première découverte des créatures fantastiques du folklore et de la mythologie japonaise. Dans ce cas, n'oubliez pas de laisser un petit like, un petit commentaire, de partager la vidéo et de vous abonner si vous n'êtes pas encore. Si tu atteins les 2000 avant le 5 septembre, tu feras gagner un kappa par tirage au sort. Oui, toi, c'est un bocal de concombres que je vais te ramener. Oh, au secours, des concombres! Allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et continuez d'aimer le Japon. Matane!